Je vous dis tout de suite, ça me fait un drôle d'effet parce que, à l'époque, moi j'étais le plus jeune dans l'équipe, et puis maintenant je suis le plus vieux survivant. Jean-Pierre Léaud a 73 ans, moi j'ai 75. La Victorine, heureusement, est en train de redémarrer un peu, mais c'est une catastrophe quand même. Et alors de voir ce truc, ça me secoue beaucoup, surtout qu'à l'époque, moi j'aimais pas du tout le tournage. Moi mon genre, c'est plutôt John Cassavetes et Monty Hellman ou John Borman, des cas comme ça. Et là, je trouvais d'un seul coup, par rapport au film que j'avais déjà fait avec François Truffaut avant, j'avais déjà fait 4 ou 5, Une belle fille comme moi, L'enfance sauvage, Domicile conjugal et La sirène du Mississippi avec Jean-Paul et Catherine Deneuve. Moi, là, on tournait toujours en décor naturel, en extérieur, comme ça, sans déranger le monde. Là, un scout est en studio, le rouge est mis, bon, allez, tout ça. Ça me semblait une espèce de trahison. Alors, ça durait longtemps, ça. Et puis, il y a 3-4 ans, j'ai revu le film. Ben, je m'aperçois qu'il avait raison, vraiment raison, quoi. Le but étant de faire un film qui intéresse les gens et qui dévoile un peu ce que c'est que les coulisses du cinéma. Et là, c'est parfait. Il y a absolument tout. Et ça, sur n'importe quel film. Alors là, il fait un film débile. Je vous présente Pamela, simple, son beau-père et tout. Qui est vraiment scénario, vraiment raduc, zéro. Et puis il en fait un véritable polar. On se demande comment ça va marcher. Parce que sur tous les films, moi, depuis j'en ai fait, j'ai compté l'autre fois, 150. Et à chaque fois, il y a des trucs comme ça. Chaque fois. C'est-à-dire l'acteur qui a un problème, un accident, la voiture rouge qui devient bleue, il n'y a pas assez d'argent, on est obligé de tourner. Un film, c'est simple, tu veux faire un film, tu as ça comme financement. Bon, il aurait fallu ça, mais enfin, il n'y a que ça. Puis finalement, la veille du tournage, ben, tu n'as plus que ça. Et puis là, on te fait comprendre, les producteurs, que si tu pouvais le faire avec juste ça, ça serait pas mal. C'est une catastrophe, à chaque fois, tout le temps. Et François, quand je tournais avec lui, m'avait dit, vous savez, Jean-François, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Bah oui, c'est-à-dire on doit tourner une scène à Nice. Il fait beau à Nice, c'est toujours. Hein. On voit, il y a des plans où il ne fait pas beau du tout. Hein. Ah ben manque de peau, il pleut. Eh ben on tourne sous la pluie. Voilà. Si sur un film, tu te fais un caca nerveux parce que d'un seul coup, la météo, oh là là, il devait faire beau. Ben non, je ne tourne pas, il faut qu'on attende le beau temps. On me dit, attends, Coco. Et... Donc voilà. Bon, je ne vais pas trop parler. Si, c'est le but. Ah, ben, c'est bon. Donc un film, c'est comme ça, quoi. On est d'accord. C'est quand même, finalement, c'est toujours comme ça. Toujours, Ce film-là, ça... toujours. Alors là, ça, c'est des petits films, mais quand on pense à Polanski, quand il fait, lui, qui n'a jamais eu de peau, il fait tirer sur le piano, il fait le couteau dans l'eau, personne ne voit le film, il fait Répulsion, il fait toutes les galères, après il arrive à monter Pirate, il arrive à monter Tess, 1 an et demi de tournage. L'opérateur qui meurt au milieu du film, enfin, c'est tout le temps comme ça, quoi. Donc, dans des très grands, alors, et des très petits, alors là, bon... Moi, j'ai peut-être une question. En fait, ce qui est très particulier dans ce film, c'est que vous êtes à la fois Je sais pas un si des on acteurs... t'entend, là. On entend ? Si, j'ai une espèce de micro-cravate. Ouais. Donc, à la fois, dans le film, vous êtes acteur, mais vous étiez aussi l'assistant de Truffaut. Oui. Vous aviez les 2 casquettes. Ouais. Vous aviez déjà été son assistant sur des films précédents. Ouais. Vous avez dit L'enfant sauvage. C'est vous qui aviez trouvé l'enfant de L'enfant sauvage. Ah, je suis content que tu te souviennes de ça, ouais. Qui était un enfant gitan, c'est ça ? Oui, c'était le Comment vous l'avez petit-fils trouvé ? au Sainte-Marie-de-la-Mer. D'accord. On avait vu 600 mômes. Un jour, au Sainte-Marie-de-la-Mer, on voit un môme, alors là, c'est lui. Bon, alors, son père, Hippolyte, nous dit, il faut venir, on arrive, on trouve le truc, la caravane. Pendant la grande fête des gitans, il y avait 10 000 gitans au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et je me pointe, et à la fenêtre de la caravane, il y a une main qui pend avec un diamant gros comme ça, c'est Manitas de Plata. Ah oui, musicien. C'est son oncle. Bon, bonjour. Et après, les gitans, 6 mois après, quand c'était bien confirmé, m'ont confié le gosse à moi.
Moi, modeste second assistant. Hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, comme ils étaient sédentaires, il y a une maison avec des fenêtres, tout le clan était autour. Moi, j'avais une valise avec du pognon dedans. Clac. Ils regardent, ils prennent. Moi, ils me donnent le môme. En me regardant à moi. Truffaut, ils ne savent pas qui c'est. Ils s'en foutent complètement. Ils me donnent le môme à moi. S'il lui arrive un truc au môme, c'est-à-dire il est hors de question qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et c'est parti comme ça. Et donc, à chaque fois, vous faites un petit rôle aussi dans L'Enfant sauvage. Non. Non. Oui, un tout petit rôle. Une petite apparition, une apparition, figuration. Oui. Comme Mais François, il a dû repérer ça, parce que moi, j'avais aucune envie d'être acteur. À l'époque, j'étais juste assistant. Et bien après, je suis devenu un des meilleurs assistants de Paris. Je le dis parce que c'est vrai. On était une dizaine. Dès qu'il y avait des coups vraiment tordus, on nous appelait. Il y avait Claude Miller, d'ailleurs, Luc Béraud, Stora, on était quelques-uns, vraiment. Il fallait prendre des gros fachos, parce que pour faire tourner un film, il faut y aller. Hein. Et vous aviez envie d'être réalisateur, en fait, au départ. Non, Votre même but n'était pas d'être acteur. Moi, je sortais d'HEC par hasard. Je m'étais emmerdé à l'école de 10 ans à 23 ans. Vous avez fait une thèse sur l'économie du cinéma, je crois. Oui, sur la télévision. J'avais essayé de m'approcher un peu comme ça. Et puis, il ne se passait rien, quoi. Heureusement, grâce à... Parce que quand on a quand même une espèce d'envie... je me suis retrouvé à Cuba, par hasard. Un stage à Cuba. Fidel Castro, qui habla, que... Et là, je m'emmerdais, les flics partout qui nous suivent. Il n'y a que les gogos qui croient la maison des Mingway, la fabrique de cigares. Je dis, moi, j'en ai rien à foutre, moi. Donc, on était à la piscine tous les jours. D'ailleurs, j'ai compris après, avec Régis Debray. Je ne savais pas qui c'était, mais qui ressemblait à James Dean, yeux bleus, une moustache, blond. Et avec sa super gonzesse, qu'il a épousée depuis, qu'il avait... Et puis là, un jour, j'en ai plus que marre. Alors vraiment, il y avait un tournage dans cette espèce d'hôtel, le Habana Libre, parce que c'était pour le 26 juillet 1966. Le grand discours. Donc, il va y avoir le grand discours. À la place José Martí, il y a 1 million de personnes. Ça se coud quand même. 1 million de personnes qui arrivent, qui sont là. Le Castro qui arrive, après avoir beaucoup d'attentes. Je le vois, je suis pas loin parce que j'avais réussi à me faufiler dans des trucs, j'étais avec la presse. Il dégrafe son ceinturon avec les flingues parce qu'on ne parle pas armé au public. Et il commence. Este vaquera de Texas Johnson. Bon ben, il est 7h du soir, il finit à minuit. Pas de notes. Une voix fabuleuse. Les lumières s'éteignent, les lumières s'allument de la nuit, les caméras partout. Qui filme. Moi, j'étais complètement... Alors, donc, j'en ai marre dans la condition de petit Français qu'on veut embrouiller avec la maison des Mingway et tout ça. Je vais à l'Institut du cinéma cubain, je tombe sur une superbe milicienne avec ses gros seins, une Kalachnikov en travers. Elle parle français. Il se trouve que c'est une poétesse qui fait le mois... parce qu'à l'époque, c'est la baie des cochons, c'est tout ça, qui fait 1 mois pour le gouvernement de son service, quoi. Et je lui dis, ben, je raconte. Elle me dit, OK, je connais le patron, reste près du téléphone parce qu'il va t'appeler. 2 jours après, l'autre m'appelle. 10h du soir, je vois le gars, je commence à lui ressortir le même truc. Ça dure pas très longtemps. Et il me dit, écoutez, si vous voulez... vous partez jeudi prochain avec le camion des effets spéciaux à Cienfuegos, la ciudad, 1000 km, sur un film qui s'appelle Las aventuras de Juan Quinquín. Bon. Donc le hasard, en fait, les rencontres. Oh là là, j'étais dans le camion des effets spéciaux. Non mais attends. On arrive, après ce voyage assez épuisant, le metteur en scène, il tournait de nuit. Il est au courant qu'un gars va arriver. Je le vois, il me dit, vous devez être fatigué, reposez-vous. Je dis, je ne suis pas fatigué du tout. Il me dit, venez. Et j'arrive. Et là, je vois 300 soldats qui sont en train de s'habiller en paysans. Je vois un travelling.
40 mètres de long, caméra Mitchell, moi je croyais que c'était interdit en Amérique, la caméra Mitchell, l'opérateur Jorge Aido, le travelling avec un mec qui marche dans les rails juste après, comme Jean-Pierre Léaud dans le film, qui marche dans les rails sans regarder, ce qui est d'ailleurs un petit exercice assez sympathique, et qui dit « Las aventuras de Joaquín estar para el pueblo a la noche, Joaquín, no te lo perdonemos nunca, hijo de Satanás. Coupe, corte, en primera dos. 6 semaines, je suis resté. Donc c'était un film de fiction? Ouais. 6 semaines. Bon, je suis rentré de là, Lyon. Dernière année d'HEC. Bon. Et après, j'ai attendu. Je continue un peu comme ça. Truffaut, vous l'avez rencontré comment, finalement? Truffaut, c'est grâce, finalement, à le seul acteur prestigieux que ma famille connaissait, Michel Auclair, qui avait envoyé un mot à Daniel Volcroz. Enfin bref, je me retrouve dans le bureau de Truffaut. Et avant, j'avais fait La Chamade. D'Alain Cavalier, Alain Cavalier, avec Catherine qui est, je Deneuve. crois, qui fait partie de la sélection là, du festival. Enfin, qui a été tourné à la Victorine. D'accord. J'étais avec Catherine, c'était super bien passé, ce truc-là. Où là, c'était Florence Malraux, 1m50, fille de Malraux. Et moi, comme à l'époque, la production, ben, c'est toujours pareil, hein, ne voulait pas payer un second assistant, elle voulait un stagiaire de choc. Stagiaire de choc, j'ai eu rendez-vous avec Alain Cavalier au bar Le Deauville, Champs-Élysées, à 10h du matin, avec Florence Malraux, et je dis, voilà, non. À Cuba, j'ai fait des photos, j'ai porté de l'eau, du Coca-Cola quand il y en avait, mais je n'ai pas du tout les épaules pour faire ça. Cavalier me dit, alors ça c'est marrant, parce que pourquoi il m'a dit ça? L'autre il me dit, Jean-François, on va quand même essayer. Là c'est parti. Hein. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 22, 23. Ah ouais. Et vous étiez second assistant là sur, Ben non, j'étais stagiaire de choc. Stagiaire de choc. Ah, je peux dire. Et ça fait quoi un stagiaire de choc ben, ça fait que je me dis, il faut que personne ne devine que j'ai jamais fait de film. D'ailleurs, ça a failli s'arrêter le premier jour. On tournait 15 avenue Victor Hugo à Neuilly, parce que là, il y a une date qui reste. Un grand escalier, et en bas, le grand hall, l'hôtel particulier, Michel Piccoli. Arrivé avec Catherine, caméra en bas, Pierre Lhomme à la photo et tout ça. Tour en scène. Et moi, j'entends un gros régisseur qui s'appelait Drouin, ça me revient comme ça, qui arrive, qui avait des Weston, je me rappelle, qui descendait l'escalier, tout son... Pam! Je me dis, lui, il va arriver dans le plan. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je suis au milieu de l'escalier. La prise est foutue, alors ça commence mal, quoi. Donc, il commence à tourner. D'un coup, je dis, coupez. Testarossa. Non, on me revient, Testarossa. À la photo, les mecs qui coupent. Tout le monde se retourne. Toi, t'as jamais tourné. Tout le monde se retourne. Oui, bah tiens, tu t'en souviens, toi. Et Cavalier revient vers l'équipe. Moteur. Ah, mais j'ai vu le coup que c'était fini, quoi. Donc il a été très bienveillant avec vous. Bah oui, ouais. Il a bien senti le... Et après, tout s'est bien passé, mais enfin, c'est quand même du rail. Hein. Tu vois, il y avait un truc, je me rappelle, le théâtre de l'Atelier, Paris, les figurants qui sortent, il y a Piccoli et Deneuve qui sortent, il y a une voiture là, il y a 100 figurants, je suis tout seul. Et Alain, il est au café à côté, avec Florence, en train de regarder le scénario. François, vous m'appellerez quand ça sera prêt. Premier jour, c'est ça qui est fabuleux dans le cinéma. Fabuleux. C'est-à-dire, on dit demain, tu vas être assistant de la patronne de la Cinémathèque à Nice. Tu vas dire, attends, je ne connais pas personne. Ah, bon, on arrête alors. T'as envie de tenter ta chance ou pas? Ben oui. Mais là, t'as pas le droit de te planter. Toi, t'es là à ramer entre gilets jaunes, machin, Pôle emploi et tout ça. Dans ce qu'on dit, bingo. Tu vas dire, oh, je suis pas capable. On sait que t'es pas capable, abruti, mais tu la prends ta chance. Non, ce qui est formidable dans le cinéma, il n'y a pas de bizutage.
Mais pas de quand visitage. Truffaut vous a proposé un rôle un peu plus important dans La Nuit américaine, vous vous êtes dit, moi je ne suis pas acteur, comment je vais faire? Ah non, on disait rien, parce que dans La Nuit américaine, il avait eu la très très bonne idée, ce qui m'a servi beaucoup dans mes films que j'ai fait comme metteur en scène, les 3 films que j'ai faits, de prendre la moitié de l'équipe. Donc on se dit, si vous dites, tiens, toi, finalement, c'est toi qui vas faire tel rôle, c'est qu'il pense que ça va. On va pas faire ça, puis dire au bout de 4 prises, bon, vraiment, elle est trop nulle, on va faire venir un acteur de pareil. Donc tu te poses pas la question. Moi, je n'étais pas du tout acteur, et j'avais pas du tout envie de devenir acteur, mais pas du tout. Peut-être une envie très souterraine, mais quand on est un petit gars du Jura avec une mère institutrice qui adore le cinéma, et un père aussi d'ailleurs, c'est que pas du tout envie d'être acteur. Mais vous êtes pris au jeu et il vous a proposé après L'Argent de poche, où là vous avez un rôle beaucoup Ah plus ben là, c'est là qu'il a fait très fort, parce qu'il a repéré, en voyant le film tout à l'heure, j'ai bien vu, il a repéré que je suis dans tous les plans, même si je suis au fond et je tiens un câble, je me rappelle comment je faisais, pas pour me faire remarquer, mais pour tourner, parce que c'est même incroyable comment on a tourné ça, parce qu'en plus de ce qu'on se voit, il y a toute une équipe qui nous filme, donc j'arrive même plus à savoir comment c'était fait, quoi. Donc le truc, moi j'ai la caméra, je fais gaffe à ça, à ça. Je suis pas obligé de faire ça, j'aurais pu rester à suivre le truc comme ça, puis c'est tout. Je faisais tout un tas de trucs. Pareil, la neige arrive, je fais des grands gestes. Allez, je monte la neige où que ça faut. Allez. Puis il s'est rendu compte, parce que d'un seul coup, tout ce qui est dans la neige, la fausse neige qu'on avait dehors, on s'est amusé ce jour-là, parce que la neige, à l'époque, c'était pas au point, c'est du savon. Ça se Donc, voit un peu. Complètement. Du savon partout. On s'est amusé avec ça, et d'un seul coup, on voyait dès 5 heures du soir, la nuit va tomber dans 1 heure, et on n'a rien tourné. Et on ne pouvait pas dire, bon, on s'est bien marré, demain on refait ça. Même avec Truffaut. C'est-à-dire, il n'y a jamais assez d'argent pour dire, demain on recommence. Donc là, il fallait enquiller. Donc d'un seul coup, tout ça improvisé. Tout ça improvisé. Donc j'avais Suzanne Schiffman, qui était ma mère de cinéma, qui, elle, m'avait fait rentrer avec François depuis La Sirène, parce qu'elle était scribe sur La Sirène, elle est devenue première assistante, elle m'a pris sous son aile parce qu'on s'entendait super bien. Et là, dans ce coup, elle prenait tout le plateau sud, moi tout le plateau nord. Bon alors, la voiture rouge, madame, vous avez là, vous, hop, toi tu te retournes, t'arrives devant le métro. Mais en 5 minutes. C'est Nathalie Baye, en fait, qui l'interprète dans Oui, voilà. le film. Ouais. Tout ça en 5 minutes. Alors qu'on pourrait dire, il me faut une demi-heure. Bon, il n'y a pas, il faut une demi-heure, il fait nuit dans 1 heure, abruti, tu vois pas que c'est maintenant. Donc voilà, vous sortez, hop, l'autre, vous fermez la porte, toi, t'éteins la lumière là, toi, tu traverses, tu prends la table là, tu l'enlèves parce qu'il y a ça. Et sans regarder, et pas en même temps, pour pas que ça soit tout télécommandé comme ça, avec le timing. Donc François, il a dû repérer ça, quoi. Il a repéré ça comme ça, et certainement, un peu comme metteur en scène, il avait vraiment un talent pour ça. Il nous a jamais rien dit, mais je me suis aperçu un jour que plein de gens de l'équipe ont fait des films après. Claude Miller, Walter Ball, le caméraman, Pierre-William Glenn, qui signe la photo du film, Pierre Ducasse, Bernard Ménez, qui m'a dit hier qu'il en a fait un, moi, enfin, on était 7. Et personne n'a dit, moi, je vais faire des films. Donc, ça vous a tous était marqué, tellement aspiré. Claude Miller avait déjà fait des trucs, mais tellement inspiré par Truffaut qu'automatiquement, l'envie te vient de faire un film. Mais du coup, au moment à la fin de La Nuit américaine, est-ce que cette envie de faire des films est déjà là, ou est-ce que l'envie d'être acteur a commencé à émerger et c'est ça qui prend le dessus? L'envie d'être assistant. D'abord assistant, là, à ce moment-là. Quand tu t'es emmerdé à l'école jusqu'à 23 ans, là, tu veux devenir une bête d'assistant. Formidable. Alors j'ai fait, mais ça a été très très vite là. Barbet Schroeder, tout ça, ça a été hyper vite. Et puis après, quand il a fallu que j'ai vraiment envie de faire un film, moi, je me rappelle, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. J'ai refusé 20 films comme premier assistant. Tournage aux Indes, enfin des gros trucs, quoi. Je me rappelle Pollack, machin, Boisset, refusé.
Et le dernier, les 3 derniers, c'était Rivette. Suzanne Schiffman, qui travaillait aussi avec Rivette, était malade. Rivette m'a dit, Jean-François, ça va être la tête et les jambes. Moi, c'est la tête, vous, c'est les jambes. Bon, on fait 3 films d'un coup avec Leslie Caron. Produit par Stéphane Tchalgachev, génial producteur. Pas de thunes, hein. Ah bah oui, on peut pas... Autant un film comme ça, tu comprends qu'il marche dans le monde entier, autant qu'un film de Rivette qui dure 5h30, tourné en noir et blanc, voilà quoi. Alors je vois Stéphane, et là je lui dis, je vois Rivette, et après je vois Stéphane, dans son bureau, 26 avenue Pierre Ier de Serbie, il y a des trucs qui restent un peu ancrés, quoi. Et je lui dis non, il y a un ascenseur, on est au 4e. Ah, l'ascenseur arrive, garde la porte ouverte, il me dit, t'es sûr que tu fais pas une connerie là? Oh ouais. Arrivé en bas, je me retrouve devant la porte, en plein soleil. Ah ben je me dis là tu te retournes, ça veut dire, tu te fais pousser par toi-même jusqu'au bord de la falaise. Une fois que tu es vraiment de dos, et qu'il n'y a plus que 30 cm, avec tout qui pousse, il faut se retourner. Ouh. Ah, c'est cuit. Sinon, je me disais, ben, je ne vais jamais. Et heureusement que j'ai fait ça, parce qu'autrement, j'ai eu un tas de copains premiers assistants qui ont fait un film vers 40 ans, qui est naze. Mon copain Santon, qui avait fait l'Épervier, il y en a plein, il y en a plein. Même Luc Béraud a fait des films, à part celui où je suis, La tortue sur le dos. Qui est drôlement bien, hein, moi, que j'ai vu récemment, La tortue sur le dos, et vous avez un premier rôle, alors que vous êtes plutôt spécialisé dans les seconds rôles, aux côtés de Bernadette Lafont. Ouais, c'est le tout début. C'est un bon souvenir de tournage, ça? Bah oui, parce que moi, nuitaine, la photo... Vous êtes de tous les plans, hein. Vous portez vraiment le film sur le dos, si j'ose dire. La première fois. Première et quasiment dernière fois, d'ailleurs, parce qu'à part Faraldo et Jean-Pierre Sentier de Lyon au Soleil, moi, j'ai que des seconds rôles. Et donc, maintenant, je ne tourne pas. Et vous, finalement, vous avez vite senti que vous vous inscriviez dans une tradition des acteurs français de second rôle qui font le sel aussi du cinéma français, non? Vous auriez aimé avoir des premiers rôles? Oui, oh bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est plutôt subi, en fait, ces seconds rôles. Mais pour ça, il faut être dans un film qui fait 2 millions d'entrées. Là, il y a le compteur qui tourne. Mais si c'est des films qui font 200 000 entrées, tout ça, non. En même temps, votre filmographie, elle est éblouissante, parce que quand on regarde c'est pas mal, entre Rivette, Godard, Téchiné, Truffaut évidemment, Blier, John Huston, même vous avez tourné dans un film de John Huston. C'est la classe. Oui. John Irving, Dogs of War. À nous la liberté. Ça, c'est le début et fin de la carrière américaine. Je suis engagé, on se demande pourquoi, sur les chiens de guerre quand on tourne pendant 6 mois. À la fin des chiens de guerre, on est toujours au Mexique ou en Floride. À Belize, Honduras. Un télégramme. Il faut que j'aille vite retrouver Houston à Budapest. Oui. Non, une fois que ça t'arrive une fois, après c'est normal. Je suis pas mauvais dans le film d'ailleurs, je joue très très peu. Houston, c'est un film de commande, il n'y a rien à foutre. Ça a duré 2 mois et demi, mais en même temps, il a vraiment arrangé le film pour qu'il soit au mieux. Et les films, c'est pas mal du tout. Après, fin, stop. De la carrière hollywoodienne. Et moi, 800 millions de Chinois, et moi, pourquoi je t'en... Qu'est-ce qu'il y a qu'on peut me reprocher dans ces trucs-là? En même temps, on se souvient vraiment de vous dans beaucoup de films. Je pense aussi au film de Jacques Demy, Chambre en ville. Enfin, c'est des seconds rôles toujours marquants. Oui, j'avais été nominé pour un second rôle à César. C'était lequel? Pour le Chambre en ville. Pour une Chambre en ville, vous étiez nominé. Et c'est Carmet qui l'avait eu. Mais c'est ça, juste. Enfin, Clara parlait de tradition des seconds rôles, sans parler peut-être de s'inscrire dans cette tradition-là. En tout cas, vous faites partie des seconds rôles français qui ont, vraiment marqué les spectateurs et qui fait que vous aviez un visage qu'on identifiait et qui était quand même prêt. Voilà. J'ai l'impression, parce que c'est vrai que maintenant, et de plus en plus, il y a plein de gens qui me parlent dans la rue, quoi. On dit, je ne vais pas vous déranger, mais... C'est partie de la famille. Vous ne me dérangez pas. Moi, je ne tourne pas, c'est tout bénef, quoi. C'est vraiment très agréable. Oh, ma femme, elle vous kiffe, on peut faire une photo tous les deux.
ma femme, elle vous kiffe. Puis un coup, je rentrais de Suisse. C'est marqué, ça, j'étais dans un train qui rentrait de... Je rentrais de Suisse, et là, il y a un contrôleur qui est là, qui me voit. Puis qui se m'a parlé? Ben, il me dit, ben vous êtes, dans vos rôles, ben vous êtes comme ça. Vous êtes comme là, vous êtes comme ça. Alors tu te dis, tiens, le dernier rôle, je suis un curé pédophile. Je tourne un casseur de PD avec Delon. Je tourne l'argent de poche en instituteur. Ça, c'est un beau personnage. Non, mais moi, j'adore. Un personnage très différent. Donc, me dit, dans tout ce que j'ai vu, eh ben, c'est ça. Vous êtes pareil, vous. Bougez pas. Ou alors, quand je faisais une série de Camarguais, ce qui était assez sympa, il y a des gens qui me disaient, oh, j'ai vu le dernier épisode. Oh, il y avait des acteurs formidables. Hein. Oh, mais je parle pas de vous, excusez-moi, je parle pas de vous. Parce que vous jouez pas. Vous êtes naturel. Moi, je suis le seul qui dort 3 heures par nuit parce que je m'emmerde avec le texte le lendemain pour dire le pauvre malheureux qui a pris le TGV et qui va se retrouver demain avec 2 pages de texte, c'est ça. Comment je peux faire pour moi changer toutes ces répliques de nazes qui ont été écrites par des feignants sans perturber le mec, parce que sinon, d'un seul coup, le gars, on va dire, bon, écoute, tu dis le texte, et puis l'autre, il va te dire, puisqu'il a appris comme ça. Donc, moi, je dors pas. Enfin, si, je dors 5 heures. Vous parliez de TGV, vous jouez dans un film qui s'appelle L'Homme du train, de Patrice Lecomte. Je joue dans L'Homme du train avec... votre ami? Avec mon idole. Notre idole avec Johnny, qui était formidable. Oh, si on commence comme ça, il faut aller chercher le petit déjeuner pour demain matin. C'est Patrice qui nous poussera dehors dans 2 heures. Vous l'avez fait tourner, Johnny Hallyday, dans un de vos films. Ah oui, enfin. Mishka, le 3e film, vous voulez peut-être parler de cette Il expérience? est central dans le film, il est central parce qu'il a une scène qui est en plein milieu du film, et où il fait Johnny Hallyday, où il rencontre, pour X mille raisons, comme tous les ans dans le film, un petit peu bêta du coin qui vit avec sa vieille maman et tout ça, qui est Jean-Paul Bonner, acteur formidable. Et il le voit, parce que tous les ans, ça c'est genre, je ferais mieux de dire carrément le texte du film, puisque c'était hyper bien raconté. C'est Jean-Paul qui raconte ça à Roussillon, un autre personnage, qui, en arrière, il dit « Oh ben, un hélico, j'ai cru que ça pourrait être Johnny qui me cherche. Johnny a dit, vous connaissez, c'est obligé. » Alors oui, parce qu'il y a 20 ans, il s'est pris dans le coin en Ferrari. Alors c'est trouvé que moi j'étais pompier volontaire. Et puis alors, là, il était là, les bras en croix, et quand il est sorti du coma, je suis le premier qu'il a vu. Alors, il m'a dit, toi mon pote, c'est pour la vie. Alors puis il s'arrête quand il va en tournée, sous l'été, puis il m'amène du poisson. Moi j'aime pas le poisson, mais j'ose pas lui dire. Vous connaissez par cœur encore? Bah oui, non, mais tu vois, c'est mieux, c'était tellement écrit qu'en réduction, sinon tu bafouilles au milieu du truc. Donc enfin, Johnny a pu faire ça. Et là, donc, j'avais un producteur tellement effrayé par l'idée de Johnny, c'est vrai que moi, les rapports sont tels que je ne pouvais pas l'appeler au téléphone, c'est vraiment des trucs bizarres. Il m'avait dit qu'il serait là, il est là. Bon, et que, comme c'est une scène complètement centrale, tu crois à tous les personnages, du moment que c'est Johnny qui arrive, qui tombe du ciel, qui vient en hélicoptère près de Auxerre, dans un champ improbable près de l'autoroute, et qui rencontre un as du coin qui vit avec sa vieille mère, ça authentifie tous les personnages secondaires que je fais, qui sont des vrais gens. Vous avez dit que tout était écrit, pourtant on a l'impression que c'est très improvisé. Ah ben là, tu me fais plaisir, là, parce que ça, c'est un compliment, là. Très souvent, et moi aussi, comme acteur, on dit « Oh, bah oui, puis vous, on sent... » Et comme metteur en scène, on me dit « On sent tellement que c'est le cinéma de la liberté. Un jour, j'ai envie de ça, le lendemain, on va faire complètement autre chose. Oh là là, plomb de travail, maintenant, à l'heure près, sur 10 semaines. » On le voit très bien, c'est pour ça que François, c'est vachement bien, New American, pour ça. On compte, non, on va faire ça demain. Pas du tout, on fait la scène déguisement aujourd'hui, parce que demain, il y a la scène avec la piscine. L'autre, elle ne veut pas y aller, l'autre idiote dans l'eau, ben, elle va y aller, parce qu'on ne va pas faire... Alors,
quand on n'est pas dans le cinéma, on se dit de quoi il parle. Quand tu vois La Nuit américaine, eh ben, je crois qu'on y croit vraiment. On se dit oui, il y a ça et ça. L'autre, il y a un accident, il est mort. T'as le mec des assurances. Non, il faut terminer en 5 jours. Oh, on va simplifier, c'est pas grave. Alors tu vois. Alors tout ça, en voyant le film tout à l'heure avec vous, dans cette superbe salle, cinématechniste, bravo. Eh bien, on voit bien que d'un seul coup, l'idée fixe est le film. Pour les acteurs, pour tout le monde, pour tous les gens qui travaillent, c'est le film. Et pour le metteur en scène, bien sûr. Et pour le producteur, c'est le film. Tout le reste, on s'en fout. Comme François dit à Alphonse, il dit non, tu sais, nous, dans la vie réelle, on n'est pas bon. Hein. C'est toujours comme si ça va. Sur un film, il n'y a pas d'embouteillage. C'est que les films, c'est comme un train qui avance dans la nuit. Va te coucher, nous emmerde pas, et demain, apprends. Tiens, va lire le scénario. C'est cinéma. Vraiment, il faut être halluciné de cinéma. Sinon, c'est un métier que tu ne peux pas faire. Sinon, c'est un métier parce que tout devient tellement lourd. Et encore, parce que très souvent, surtout maintenant, mais avant, il y avait les syndicats, heureusement, ils ont disparu il y a très longtemps. C'est tellement dur. Donc, d'un seul coup, il n'y a pas d'heures supplémentaires sur le film. D'accord. Bon, il est 8h du soir, mais là, il faut qu'on aille jusqu'à 11h. Ok, tu t'enquilles 6 semaines comme ça. Moi, le film que j'ai fait, et c'est pour ça que j'en fais plus, j'étais trop fatigué, 7h du matin, Mishka, 11h du soir tous les jours. On n'a jamais pu aller dîner le soir, grâce à mon producteur formidable. C'est-à-dire que j'avais une régisseuse formidable, mieux que ce crétin de la joie dans le film, qui allait nous chercher les pizzas à 20 km. Donc on mangeait au-dessus des camions, pendant que les mecs rangeaient les câbles, le matériel, on mangeait des pizzas en s'éclairant avec des lampes, en buvant 2-3 canons. On n'a jamais pu aller au resto, jamais. 11 semaines. Travaillant le samedi. Pas comme là, où Ferrand explique que cette fois à 5, 35, non. Obligé de travailler le samedi, ce qui est une catastrophe. Mais tu ne veux pas travailler le samedi. On dit, c'est ça, mais on te retire une semaine de tournage, parce que 7 semaines, 7 samedis, ça fait une semaine. D'accord, alors tu prends le scénario, t'enlèves 10 pages, attends, c'est ton film, c'est ton bébé. Avec ma petite Claire qui est en train de me filmer, là, on a fait 3 enfants, 3 enfants de cinéma, plus un que j'avais avant, Sagamore, Robinson, Salomé, le petit Pierre. Et puis les 3 enfants de films, 3 films, c'est comme des enfants. Alors si tu ne penses pas qu'à ça, c'est même pas la peine de commencer. Et alors tous les metteurs en scène, après je me tais. Tous les metteurs en scène ont en commun, et nous, moi je suis un tout petit metteur en scène, mais j'ai rencontré John Borman, j'ai rencontré Gismond, l'opérateur là, de Vilmos Gismond, qui a fait Deer Hunter, le plus grand opérateur de tous les temps. Mais il faut une santé, c'est la santé. Pas être malade, parce que sur une équipe, il y a 30 personnes. Si chacun a le droit d'être malade un jour, ta grand-mère, elle meurt. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta grand-mère? Demain, tu vois, il a réussi à mettre ça là-dedans, François. Ma femme, ma mère, elle est morte, alors je vais me faire remplacer. Oui, pas de problème. Et c'est vrai que là, il a condensé ça, et pour ça, c'est hyper rythmé bien, mais c'est exactement tous les problèmes que tu as, sur tous les films. Et là, les gens, ils savent. C'est-à-dire, on sait que l'autre, il y a eu un problème qui n'a pas pu aller à l'enterrement de sa mère. Eh ben, je peux dire, tout le monde est aux petits soins, surtout là. Tout se sait, tout le monde t'aide. Tout le monde s'aide. Un mec qui est engagé pour un premier jour, sur un film, c'est pas comme le Super U ou à la banque. Il n'y a pas de bizutage. On t'aide. Faut qu'on dise non, attends, tu vas chercher Deneuve à l'aéroport, tu mets pas de la musique à fond dans la bagnole, t'es pas en train de cloper, tu fermes ta gueule, si elle te parle, tu lui réponds, toi, tu lui parles pas. C'est le b.a.-ba, le truc. Et puis, selon le désir de l'autre, pareil pour le maquillage. On dit l'acteur arrive, tu ne vas pas commencer à le bassiner avec ça. Le maquillage, c'est la moitié psychologique. C'est le maquillage, et en même temps, c'est le moment, tu as le trac, et la maquilleuse le sent immédiatement. Claire, qui est maquilleuse aussi, ma petite femme, avec ses belles bottes rouges qu'elle a mis aujourd'hui. Ouh, ça va bien sur le bleu de cette belle salle. Le maquillage, tu vois, tu as le trac de la scène. Ça peut arriver, parce qu'il y a des fois, tu as, comme dans l'argent de poche, tu as vraiment le monologue, ça fait 5 minutes dans le film.
Sinon, tu as le monologue du dénouement, c'est ça? Oui. Ouais. Sinon, tu as 3-4 répliques, ça va. Hein. Alors, si la maquilleuse, elle sent ça, elle te voit, elle sent ça. Et naturellement, le soir, quand c'est fini, que tu es soulagé, ben, tu n'as qu'envie, c'est de rester là, tu es prêt à discuter avec n'importe qui, plutôt que la pauvre malheureuse qui est là, parce que maquilleuse, c'est très ingrat. Tu dois être là aux petits soins. Tu arrives avant l'acteur. Parce que si l'acteur arrive et que tu n'es pas là, alors ça ne va pas. Toute la journée, il n'y a plus rien. Ça, on ne le voit pas, c'est donc film. On le voit pas du tout, il n'a pas le temps, François. On ne voit pas du tout. Maquilleuse, tu es assis sur un cube toute la journée. Maquillage, ça va, c'est le noir chez moi. Opérateur dit non, dis donc, elle commence à perler là-haut. Ou l'autre, la moustache se décolle un peu, là, tu fais le truc. Moi, j'ai tourné le Pacte des loups avec un super maquilleur, Didier Laverne, qui était le maquilleur de Coluche. La nuit, le Pacte des loups, 3h du matin, le froid, la pluie qui tombe. L'autre, il me refaisait mes sourcils, qui venaient de Londres. J'avais 2 sourcils de diable. Je fais Sardis, l'évêque, qui est là. 2 petits. Non, mais tu crois. Moi, je dis, attends, les mecs rock'n'roll, en plus, tu vois, avec vraiment la musique à fond dans la bagnole, dans les trailers qu'on avait. Et l'autre, je dis, mais attends, il est 3h du matin, c'est un plan, on court comme ça, l'autre. Attends, viens ici, père, ne déconne pas. Hein. Viens, tu te poses là. Et là, on arrête d'être copains. Et l'autre, il faut faire chauffer un fer. Faire un petit fer. Ça, et on fait les sourcils, voilà, là. Ça. Allez, mon pote, on y va. Ce que vous décrivez, là, la difficulté de faire des films, explique en partie pourquoi vous n'en avez fait que 3, et pourquoi vous avez le temps de gestation est très très long. François avait ce truc génial, je me rappelle, quand j'étais assistant. Déjà, il préparait le film d'après. Déjà, moi, j'avais envie de dire, vous feriez mieux de faire bien celui-là plutôt que de vous occuper de celui d'après. La belle fille comme moi, on était déjà parti sur la nuit américaine. Moi, comme j'entendais ce qui se passait dans les bureaux un petit peu, non, je voyais des bouts de machin dans l'autre. Et le scénario, alors il y avait Richard, qui est le premier de Marie-Jeanne Moreau, qui a collaboré à ce scénario-là. Il y avait Claude de Givray, dont le fils était un des héros de l'argent de poche à l'époque. Et François disait, oui, c'est une bonne idée, développez ça. Après, 3 pages rayées. Oui, c'est une bonne idée, mais faites qu'on ne voit plus ça. Et hop, lui reparler, téléphoner à ses copines, ou écrire. Alors je me dis, mais attends, c'est formidable. Il y a des mecs qui travaillent pour lui, lui il arrive, il regarde, il envoie dans la direction qu'il voit. Moi, j'ai jamais su faire ça. J'ai travaillé avec une bande de bras cassés, tu vois. Et Claire me disait souvent, des mecs sympathiques, Jackie Berroyer, tout ça, des mecs sympas. Après, je voyais Jackie Berroyer. Je l'avais emmené sur un tournage de Houston, où je tournais tellement peu qu'on avait des nuits entières qu'on tournait dans les camps de concentration. Nous, on venait parce qu'on avait la bouffe, on était là, il y avait de la lumière, on discutait, puisque le tournage était un peu plus loin. Et l'autre, il me disait, dis donc, j'ai une idée. Parce que l'autre, là, il pense, tu vois, il y a sa grand-mère qui se souvient qu'elle avait une tante. Au bout d'un moment, je lui dis, attends, tu parles de quoi, là? Moi, je te dis, il y a Carole Bouquet, tu vois, le plus tard, qui va sortir là. La bagnole passe, parce que je raconte comme ça, moi. Alors, quand je vois le film, on me dit, mais toi, comme c'est, t'enregistres, et puis après, tu vois, ben, j'ai essayé, ça marche pas du tout, parce que t'es là, on se penche, on monte, tu te penches, tu te retournes. Un petit panneau. Tu te retournes exactement ce que je viens de faire. Vous êtes bruiteur aussi, ça. Ça va pas. Il n'y a rien. Alors, Jackie, et Claire m'a toujours dit, tu sais que c'est toi qui finiras par écrire le truc. Ben oui, parce qu'autrement, il y avait d'autres qui ont fait un peu plus d'efforts. C'est de l'eau tiède. C'est-à-dire, tu as un truc à écrire. Allez. Mais vous en avez écrit. Il y a un truc, un gars qui va les lire, et c'est exactement un peu ce que tu veux lire, mais en eau tiède. En eau tiède, le robinet. Tiède. Tu dis, les mecs de l'avance sur recette, ils lisent un truc d'eau tiède, alors qu'ils ont 50 scénarios à lire qui tapent un peu. Alors j'envoie de l'eau tiède, c'est même pas la peine de te présenter, c'est même pas la peine, puisque je vois, moi je dirais ce truc-là, je dirais, bon, suivant.
Donc ça finit pour ça. Et est-ce que vous avez fini par en écrire? Hein? Vous avez fini par en écrire? Ah, les 3. Voilà. Donc ça, écrire comme une fois que j'ai toute l'histoire, vraiment sûr d'arriver là, faut écrire. Et moi, comme c'est des films d'atmosphère, quand je parlais de ça avec Bertrand Blier, il me disait, tu sais, tu te prends un paquet de 500 feuilles, tu prends un Novotel bien pourri qui coûte de la thune, et je peux te dire qu'au bout de 3 semaines, tu as fini le scénario. Eh ben non. Vous avez testé? Hein? Vous avez essayé? Bien sûr, j'ai essayé. Ça marche pas. C'est Non, parce que Blier, lui, fait des trucs à base de dialogue. Donc, partant de là, la caméra, on la met où on veut. C'est des bases dialogue. Il va y avoir le gros Depardieu qui va être là derrière, qui au carré monte derrière, toi avec tes petites jambes. Tu dis, tiens, pareil pour Audiard, quand il écrivait pour le film Gabin avec Belmondo. On va dire, Monsieur Gabin va dire... on ne sait qui, j'en pourrais les dire, et le toréador. Alors c'est l'enfant qui va dire ça, c'est machin. T'entends le texte, t'imagines le mec qui va dire ça, tu dis la scène c'est ça. La caméra, qu'on l'attache là, que ce soit des gros plans, un travelling, on s'en fout. Mais moi, comme c'est des films d'atmosphère, eh ben, il faut que les dialogues racontent une chose, les mouvements d'acteurs en racontent une autre, les déplacements de caméra, le paysage qui est toujours énormément présent est un personnage essentiel, et tout ça, c'est à base de feeling comme ça. Donc, il faut, alors là, quand j'écrivais Mishka, j'avais une page sur une séquence sur une autoroute. Donc, l'autoroute, t'as une page vachement bien, donc t'es enfin content. 3 mois après, tu regardes la page, il faut en virer la moitié. 6 mois après, il reste 4 lignes. Parce qu'autrement, on va dire, vous avez un style, vous. Alors, ce que m'avait dit le gars qui travaillait avec Blier, que je connaissais bien, Philippe du Marseille, qui avait fait les valseuses avec Blier, l'autre m'avait dit, mais tu écris un bouquin. Le bouquin, il sort, si ça fait un peu un best-seller, on adapte après. Alors là, bon, donc, forêt dure. Donc, ta page sur l'autoroute où tout est si joli, si bien, si mimique que ça, avec des phrases, eh ben, il reste 4 lignes. Et pour avoir 4 lignes, eh ben, c'est toutes les nuits. Moi, donc, le jour, je fais tout sauf travailler, bien sûr, comme tous les mecs qui n'aiment pas écrire. En même temps, j'adore ça. Et à partir de 7h du soir, c'est la bouteille de scotch, hop! Et puis le lendemain, à 6h du mat, la bouteille est vide. Toi, tu vas te coucher, et vers 2h d'après-midi, quand tu émerges, tu relis ce que tu as fait la veille, tu dis ah oui, il y a 3 lignes qui sont les premières que j'ai écrites quand j'ai entamé la bouteille. J'aurais mieux fait aller me coucher après. Et après, tu vois que tu le vois comme je fais à la main, j'écris à la main. Tu le vois, ça se met à vasouiller. Tu peux compter le nombre de canons. Et t'arrives. Hein. Alors, je vous passe le fait que, vivant en famille, avec des enfants, c'est sympa d'avoir un père dans cet état-là. Non, franchement. Donc, non. Et puis, il y a des gens, alors on dit, ah, mais si, mais non. D'accord, si, mais non, formidable. Ou Guitry, ou tous ces mecs qui ont le génie du... Si, mais non, 6h du matin, ce mec, à 10h, hop, il attrape la bonne au passage un peu. Puis après, il va à Genève faire les courses, puis il doit voir Godard, qui est là, qui lui, encore... Alors lui, il fait autre chose, mais lui a ce génie de pouvoir être Godard. Star mondiale, comme Jimi Hendrix, je ne sais pas pourquoi, qui fait que l'autre, il envoie un scénario, il découpe 2 articles de journaux, il écrit 2 mots, il met un tableau, et les mecs se précipitent pour produire Jean-Luc. Ah ben, chapeau. Ah non, oui. Moi, un jour, je croise Terzian, qui est un des patrons du cinéma. L'autre était là, avec une chaîne en or, la Mercedes décapotable, Champs-Élysées, il me voit, il s'arrête. Il me dit, dis donc, t'as eu l'avance sur recette, toi. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce pognon? Il me dit, alors écoute-moi, t'en prends la moitié pour le film, le reste, tu te le goinfres. Et il part. Et quand je l'ai revu plusieurs fois après, salut, comment ça va? Moi, j'aurais aimé qu'il me dise, dis donc, si t'as un sujet,
ça serait bien qu'on en discute. Tu lis le machin, l'autre peut te dire, bah non, c'est bon, parce que moi je le sens pas, ou alors, tu vois, c'est pas pour moi. Et c'est tout. Non, rien. Putain, je l'ai fait fuir. Est-ce que vos films étaient trop libres, c'est ça? Ils ne rentraient pas dans les cases? Pourtant, l'accueil critique a toujours été très bon. Oui, justement. D'ailleurs, ils ont tu été dis les restaurés. prochains, putain. Oui, du coup, voilà, c'est vrai que même si, alors j'espère qu'ici certains les ont vus, mais les 3 films ont été récemment restaurés, avec un soutien important du CNC aussi. On les a d'ailleurs diffusés à la Cinémathèque il y a quelques mois lorsqu'ils sont ressortis. Ouais. Et voilà, qu'est-ce que ça fait de se dire que les 3 films qu'on a faits sont reconnus un petit peu, en quelque sorte, comme faisant partie du patrimoine? Oui, surtout cinéma. Avec Claire, on fait la tournée, on a fait une 40aine de villes, on va encore en faire 40, c'est illimité. C'est-à-dire, c'est les circuits arrêt-essai. C'est-à-dire, je dirais, moi, je veux aller à Biarritz, puis les régions d'à côté. Le distributeur passe des coups de fil, 3 mois à l'avance, on dit 17 novembre, 18 novembre, là on fait, en avril, on en fait 14 d'affilée déjà. Alors là, les films naissent enfin. Parce qu'à l'époque, Passe-Montagne, il y avait une salle dans Paris, une salle, donc pas trop marché. Passe-Montagne, c'est 1978. Ouais, Double Messieurs en 85, il y avait 50 000 entrées en France. Et Mishka un peu plus, 200 000. Mais ça ne suffit pas. Donc là, dans des fois, on a des salles où il y a 100 personnes, donc de gens vraiment qui s'intéressent, puisqu'ils viennent exprès là, parce que je fais le show comme en ce moment. Et d'un seul coup, sur les 100 personnes qui il y en a 20 qui ont vu les films, les autres qui ne connaissent pas. Des jeunes, des moins jeunes, de tout, et qui sont là et qui viennent de se prendre le film en pleine tête, et après on discute. Donc enfin, les films... Une seconde vie, grâce à sinon, je disais tout à l'heure, les vrais enfants et les enfants de cinéma, sinon, il n'y aurait pas eu des restaurations, c'est à la poubelle, puisqu'il n'y a plus d'argentique, improjetable. 3 enfants à la poubelle, hein. Et donc, il n'y en aura pas de 4e? Ah non. J'ai un scénario super, vraiment, j'ai mis longtemps, 7-8 ans à écrire. Mais pour moi, un film, c'est, contrairement à François, parce qu'on n'avait pas le même fonctionnement, c'est 2 heures, 3 heures de sommeil par nuit pendant 5 ans. Avant, le tournage, bien sûr, parce que c'est le tournage, et après le montage, parce que moi, c'est toujours très long. Vous montiez chez vous, je crois, c'est ça? Oui, on monte à la maison, tout ça, donc pour ça, il faut financer. Et après, ça se termine qu'il n'y a plus d'argent pour le mixage, et que là, c'est papa qui casque, grâce à la fille du studio qui me fait confiance. Et là, tout ça à crédit. Mais alors, pas un mixage de naze, 5 semaines de mixage. C'est quand même exceptionnel. Enfin, je pense qu'il faut dire qu'il n'y a aucun film. C'est dans une pièce qui est la moitié de ça, avec des bécanes de mixage qui sont exactement de cette longueur-là. L'écran, le son à fond, une équipe de monteurs son, le mixeur, son assistant, 3 monteurs son, l'écran. Et encore, c'est pas assez. 5 semaines, ça suffit. Fini. C'est ce que disait Pierre là. Un film, c'est jamais fini. Même quand je revois maintenant, je me dis, quand je pense que j'ai laissé passer ça. Par exemple, je disais Claire l'autre jour, Ron Hartner, qui a une voix très désagréable. Elle est très bien dans le film, il a une voix comme ça. Ça arrache le truc. Il s'était rien pour pouvoir se dire. Ils ont des moyens maintenant en mixage, on peut tout enlever. On dit l'autre, elle termine cette phrase, on va lui faire Tu prends une autre comédienne, elle ne le verra pas. Tu fais alors je vais te dire, elle n'est pas belle la vie. Mais est-ce que ça... je l'ai fait. Le mec te met des trucs, tu vois le truc, tu dis attends, ça va pas? C'est sûr que ça va. Mais est-ce que ça dénature pas un petit peu le film? Ça dénature pas un peu le film? Non, c'est super bien. C'est vraiment intéressant, tu vois, les possibilités de trafiquer avec ça, parce que le film, il est ce qu'il est. On est catastrophé une fois qu'il est fini. Sauf l'équipe, on fait des projections d'équipe, comme c'est moi des plans séquences qui durent 1 minute et demie, tu te retrouves avec 3 heures et demie des plans séquences, et Yann Dedé
Dans son bouquin, je vous conseille Le point de vue du lapin, ça c'est dans le coffret, ça concerne le tournage de Passe-Montagne. Dans Le point de vue du lapin, il explique tout ça. Sinon, on se retrouve comme une épicerie. Il y a des plans séquences très très beaux qui racontent le film. Vous en voulez combien? Allez, 2 pour le prix de 3. Non, 4 pour le prix de 5, d'accord. Il n'y a pas de film. C'est des très beaux trucs. On pourrait là faire des projections avec... voilà, c'est des bouts. Pourquoi pas d'ailleurs, ce serait une idée, tiens ça. Tiens, tu vois, comme c'est marrant. Enfin, s'il y avait un peu de thunes, tu vois. Tu récupères les plans séquences et tu fais un truc sans prétention à 14h. Hop, on passe des trucs comme ça. Donc après, tu te mets à taper dans le plan séquence. Et là, ça commence à barder. Et avec Yann, on était tout à fait d'accord là-dessus. Dès que ça ne va pas dans l'émotion, ça ne va pas. Mais tu ne peux pas dire... Alors des fois, tu as la partie la plus intéressante du plan, hop, tu l'enlèves. Tu mets le début avant la fin. Plan séquence, vous savez ce que c'est un peu? Oui, non. Bon. Plan séquence, par exemple. Hop, on est là, on fait un plan, il y a un travelling, c'est la fin. Salut, merci. Puis, juste comme ça, après on s'en va, on est dehors, il y a un taxi qui arrive dans la cour. Pendant ce temps-là, tu te dis, dès qu'on va sortir de là, il y a les pompiers qui vont choper un mec qui est en train de déconner dehors, t'as un gilet jaune, qui a fracassé la cinémathèque, on va mettre un truc comme ça. Tu règles tout ça, et tu le fais, le plan dure 1h30. Pour que ça aille, oui. Tu vois tout ça, tu dis, bon, après, on essaie autre chose. On va mettre direct le coup qui se passe dehors. Avec le mec, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a même plus, on ne voit même plus que c'est là. Puis après, on met un plan où on est tous les deux là en train de dire, bon ben, alors c'est pas, je suis bien content d'être là, j'arrive, ou, eh ben merci, c'était sympa. Tu sais pas. Et si c'est merci, je suis bien content d'arriver, tu changes le texte, en disant, je crois que c'est la conclusion de la rencontre, là. Tu vois, c'est ça. Tu vois, tu fais ça, et tu t'aperçois, là où que ça dure 1h30, parce qu'1h30, c'est le temps réel. Et là, d'un seul coup, le tout fait 40 secondes. Et tu as l'impression que ça fait 2 heures qu'on est là en train de parler, et que dehors, il s'est passé des trucs pendant ce temps-là, et que, etc., tu vois. Et d'un seul coup, ouf, le truc se remuscle complètement. Alors, le temps de s'amuser à faire ça, comme je fais que des plans séquences. Pourquoi plans séquences? Parce que tout le monde travaille sur un plan séquence. Si c'est des plans peinards comme ça, tranquille, ou avec un petit bout de travelling, bah t'as l'équipe technique qui regarde les acteurs travailler. Plan séquence, tout le monde travaille parce que la perche va bouger, parce qu'il y a tout, tout est compliqué. Donc, toi qui joues, t'as pas l'impression qu'on te regarde jouer, donc t'es vraiment dedans, et t'as le temps de te lancer quand même, parce que tu sais que le plan peut faire 2 minutes 15. Donc, si ça part un peu mou, tu peux remuscler le truc. Une fois que le clap est passé, c'est tout pour toi. Et pour tout le monde. Ça donne, c'est des plans d'énergie, quoi. Moi, quand je vous écoute, je me dis, comment se fait-il qu'il n'ait pas eu envie de faire des documentaires? Ça vous est jamais venu? C'est peut-être plus facile à monter. Enfin, vous avez jamais eu ce désir non. de faire du documentaire? Non. D'accord. Et confier votre scénario à un autre réalisateur, est-ce que vous l'avez envisagé? Ah bah bien sûr, moi j'aimerais bien. Vous l'avez fait lire à des réalisateurs? Il y a personne. Non, le producteur qui est le frère de Yann Dedet, c'est tellement personnel comme truc, c'est toutes mes histoires que j'ai eues avec la veuve de Louis-Ferdinand Céline, avec laquelle j'ai vécu bien une quinzaine d'années à faire des voyages et tout, etc. C'est mélangé de tout ça, donc c'est très très perso. Et si c'est pas moi, ben, vraiment, personne ne peut rentrer là-dedans, quoi. Mais je ne désespère pas. Hein. Moi, je donne... Il suffit de mettre librement, adapté par... Et vos enfants, par exemple? Bah si, à un moment, je dis à mon fils Robinson, qui a juste l'âge du truc qui aurait été bien, mais qui n'a jamais fait de film. Alors c'est pareil, d'abord, ils se sentent peut-être pas capables, et ensuite de ça, même si c'est difficile de trouver de l'argent, mettre de l'argent sur quelqu'un qui est le fils de, qui lui-même est un excellent acteur, mais c'est pas parce qu'on est excellent acteur qu'on peut faire un film. Non, faire un film, c'est ne plus dormir. Tu dis, moi je veux faire ça. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux faire ça.
Surtout, t'en as jamais fait, mais tu dis, ils vont voir. C'est Rocky, cet abruti de Stallone, son premier film qui était le meilleur. C'est là, l'autre, il est là, il veut absolument, tout le monde lui dit, mais non, attends, tu ne te rends pas compte, c'est un milieu, c'est un fer. Il n'y a rien à apprendre. J'avais dit ça à Josiane Balasco, une fois que j'avais connu, qui n'avait jamais tourné. J'avais dit, tu n'as besoin de rien. Comme conseil, surtout pas un conseiller technique qui va te donner l'alphabet en disant A, B, C, D, t'en as rien à foutre. Tu dis, moi je voudrais, dans le même plan, qu'on soit là avec l'écran en haut qui pète et dehors dans la rue. Et là, l'opérateur, que tu auras, qui va être un bon forcément, va te dire, écoute, là c'est pas possible, parce que là, la lumière est comme ça, dehors dans la rue, il y a un soleil infernal, on ne peut pas faire ça en un seul coup, parce que ça va cramer dehors, ça ne va pas aller. T'as besoin de rien, t'occupe pas de ce qu'on te raconte. C'est toi qu'il faut écouter, ton envie. Bon, J'ai peut-être un dernier mot. Vous avez beaucoup parlé de Yann Dedé, qui, si je ne me trompe pas, est le monteur de La Nuit américaine. Est-ce que c'est sur ce tournage-là, du coup, que vous vous êtes rencontrés Oui. Et du coup, derrière, c'est lui qui a monté vos films Non, parce qu'on n'était pas copains. Il raconte ça aussi dans Le Point de vue du lapin. On n'était pas copains parce que ça marche par affinité. Moi, j'étais plutôt copain avec Sean Chipman, Glenn, et tout ça. Ah oui, ce que j'ai pas dit, oh là là, comment j'ai pu oublier ça? La Nuit américaine, fête obligatoire 4 jours par semaine. Moi, qui étais quand même second assistant, je me suis jamais couché où il faisait nuit. Il faisait jour quand je me couchais. C'est-à-dire, le jour se levait. Et à 9h sur le plateau, tout le monde avec des lunettes noires, on se dit, ah non, là c'est fini. Organisé par Truffaut. Fête des filles, anniversaire de Jackie Bisset. Fête des filles, machin. Jean-François, vous pouvez faire une fondue du Jura, là, pour 45 personnes. Ah ben, il n'y a pas de problème. Alors, lui, 10h du soir, 9h du soir, lui arrivait, une coupe de chambre, machin, discutait un peu, 10h30, fini. Lui rentrait, il allait bosser. Ou les copines, parce que... Hein? Dans le film, on a l'impression qu'il y a une sobriété absolue. Oui. Il est très sage. Mais quand même. C'est le seul. À un moment, la jeune fille qui passe, avec moi qui dis beauté régionale, Ménès qui regarde la fille partir, non, monsieur Ferrand travaille. Bon, enfin, voilà, quoi. Ah, Godard s'était un peu moqué de lui à ce sujet. Godard s'était un peu moqué de lui à ce sujet. Ouais, il s'était moqué de lui, mais... Au début, d'ailleurs, de leur brouille. Oui, en disant, t'aurais peut-être mieux fait de mettre un plan de toi, comme chez Francis l'autre jour, quand t'étais avec Jacques Libisset. Quelle vipère protestante, celui-là. Non, mais... Et l'autre lui avait dit, mais pourquoi tu vas voir un film que tu sais que tu vas détester? Ouais, t'aurais dû, quand t'étais avec Jacques Bisset l'autre jour, chez Francis, t'aurais fait un plan comme ça. C'est marrant, quand des amours se retournent en haine, comme ça, ils sont capables de tout. Et François lui avait écrit des trucs dans les lettres qui lui répondent, comment c'est bien. Terrible. En plus, moi, je connais bien les deux. Qui m'a aidé, moi, c'est François. Hein. Pas direct, comme ça, mais toujours... Voilà les doudous. Merci beaucoup. À vous. Merci d'être venu. Merci.